ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc de Smet, connecté depuis la Belgique et plus précisément d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. Jean-Marc va nous présenter Coacher la santé, un nouvel enjeu pour la médecine de demain. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Yotis. Alors Jean-Marc, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, je vais très bien. Je suis enthousiaste de partager en tous les cas cette rencontre entre deux mondes qui m'interpellent et que j'ai envie de voir s'interconnecter. Alors Jean-Marc, bon, je sais que tu aimes ça. Imaginons un petit saut en parachute dans le passé. Te souviens-tu de notre première rencontre? Oui, ben, écoute, ça fait 2 ans et demi, je pense, où tu as pris ton téléphone et tu m'as sonné un dimanche, je pense, me Le soir ou solliciter. le matin? Je me souviens plus. De quoi tu te rappelles? Mais que tu avais une idée, une de plus. À ce moment-là, je ne te connaissais pas encore, mais tu avais eu l'occasion de faire rencontrer deux coachs pour discuter en tout début de crise Covid, puisque je pense que c'était vraiment à ce moment-là qu'on s'est entendu. Et c'est vrai qu'on a réagi avec Isabelle Watts pour réaliser un webinaire en binôme. Et en très peu de temps, et toute la communauté vous est encore très reconnaissant parce que vous avez boosté tous les coachs de la francophonie. Rien qu'avec ce webinaire, c'était le coach face à la crise. C'est un webinaire que nous avons organisé justement pour booster tous les coachs qui allaient faire face justement à ce Covid. On vous avait contacté, en tout cas, je me rappelle que j'avais eu Isabelle Watts à 1 heure du matin le 15 mars. Toi, c'était plus ou moins dans ces mêmes périodes. Et nous l'avons fait ce webinaire 10 jours plus tard, le 25 mars 2020. Merci pour tout ce temps consacré à une période où c'était compliqué pour toi aussi en tant que médecin dans les hôpitaux en pleine période Covid, en tout cas début Covid. On t'en est vraiment très reconnaissant. Voilà, Jean-Marc. Alors, merci Jean-Marc. On va commencer ta présentation. Alors, qui es-tu, Jean-Marc? Donc, docteur Jean-Marc de Smet, tu incarnes l'archétype du médecin du 21e siècle, fusionnant expertise clinique, leadership et coaching dans une quête perpétuelle d'excellence au service du monde médical. Découvrons ce parcours atypique depuis tes débuts. Jean-Marc, ayant amorcé ton parcours en tant que médecin de famille dans les contrées rurales, ta soif de diversification t'a poussé à embrasser la médecine d'urgence, te permettant ainsi d'intégrer les rangs du SAMU pendant plusieurs années. Cette expertise acquise, tu opères un pivot stratégique vers la médecine interne, te spécialisant notamment en néphrologie, discipline que tu pratiques assidûment à l'hôpital depuis près de 20 ans. Par ailleurs, il convient de souligner ton rôle prééminent en tant que président du groupement des néphrologues francophones de Belgique, position que tu occupes depuis 3 ans. En 2010, une dimension philanthropique se greffe à ton parcours avec la fondation de l'association Soigner en conscience. Cette entité vise non seulement à promouvoir l'épanouissement personnel des soignants, mais aspire également à insuffler une dimension éthique et réflexive à la pratique médicale tout en soutenant des initiatives similaires. Ton credo, replacer l'individu au cœur des préoccupations médicales tout en prônant une médecine à la fois intégrative et collaborative. Ta trajectoire prend une tournure pluridisciplinaire en 2016 avec une incursion dans le monde du coaching. Formé par Alain Quérol à l'Institut de coaching international, tu décroches la prestigieuse certification ICF en 2022. Ton érudition s'étend désormais au coaching exécutif, à l'intelligence collective et tu bénéficies également d'une formation spécifique axée sur les facteurs de succès en santé dispensée par Robert Dills. Par ailleurs, ta certification en tant que facilitateur de groupe Mastermind atteste de ta volonté de diffuser ces compétences principalement au sein du paysage médical. Je rappelle également que tu as co-animé avec Isabelle l'excellent webinaire Le coach face à la crise, préparé en moins d'une dizaine de jours et suivi par des milliers de personnes dans le monde. Tu es donc médecin depuis 25 ans, coach certifié ICF avec plusieurs formations et également co-auteur avec Jérôme Moirot du livre La boîte à outils des soft skills en santé pour ne plus soigner comme avant.
Jean-Marc, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on en puisse en savoir davantage sur toi? Que dire? En plus, j'ai quatre enfants qui sont des adolescents entre 12 et bientôt 21 ans. Et je suis aussi passionné et en tous les cas, j'ai eu la chance de les initier, en tous les cas, les deux petits et l'année passée, l'aîné, à la montagne. La randonnée est vraiment quelque chose qui, pour moi, particulièrement dans les Pyrénées, est quelque chose qui est une ressource que j'apprécie vraiment énormément et le partager avec les enfants, c'est un grand plaisir. Ah, merci Jean-Marc. Jean-Marc, tu vas nous présenter Coacher la santé, un nouvel enjeu pour la médecine de demain. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Ce qui m'a poussé, c'est d'abord cette rencontre en fait où en 2015, quand je me suis inscrit à la formation de coaching, j'en avais peut-être aussi un a priori un peu coach, je savais pas très bien vraiment ce que c'était et j'ai été surpris par justement la pertinence, la rigueur et j'ai été très touché par cette posture, la posture basse du coach qui rappelle un peu cette humilité. Et c'est vrai que dans le monde de la santé ou dans le monde médical où on est censé savoir, on est formaté pour savoir, on n'a pas toujours cette culture de cette posture-là. Et je pense que quand on développe ces deux dimensions-là, on gagne en efficacité, en humanité. Alors il faut pas être formé au coaching pour avoir ces compétences-là, mais en tous les cas, moi, ça m'a rappelé cette importance de toute cette dimension et j'ai trouvé vraiment une formation très pertinente et avec ICF, justement, cette rigueur, il me paraissait vraiment nécessaire pour moi d'aller vers ce processus de certification pour valider cette approche par rapport à mes collègues et par rapport aux soignants. Alors merci Jean-Marc, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Voilà, eh bien, merci, bonsoir à tous et je vous invite à bien mémoriser cette photo. On va en reparler très rapidement, mais elle a beaucoup de sens pour moi. Et avant de commencer, une des premières choses que je voudrais faire, c'est faire avancer ma dia. Voilà. Et donc, Voilà, c'est fait. amener cette gratitude effectivement à Yotis et Isabelle Watts de m'avoir permis de participer à cette première session qui a été une découverte. Et puis la gratitude, c'est aussi une compétence que tout un chacun se doit de développer parce que c'est bon pour la santé. Et ici, vous voyez le professeur Rebecca Shankland, qui est une professeure en psychologie positive à Lyon 2 et qui s'intéresse beaucoup à cet impact. Elle a d'autres dimensions qu'elle étudie, mais elle nous apporte en tous les cas tous les bienfaits que la gratitude peut avoir sur notre santé. Donc, c'était un clin d'œil à ce début de webinaire. Et puis, tant que je suis dans la gratitude, je voulais aussi vous présenter la vision que je souhaite vous proposer. C'est une vision effectivement intégrative et collaborative. Et vous avez sur cette photo toute une série de soignants, des coachs, des médecins, des patients, des directeurs d'hôpitaux, des militaires, un avocat, enfin toute une série de personnes qui m'ont permis d'ouvrir, de croiser les regards. Et c'est vraiment l'invitation de ce soir, de croiser les regards, sans aucune vérité à formuler, mais plutôt à ouvrir des portes et à vous inviter à découvrir, en tous les cas, certains aspects que je souhaite partager avec vous. Alors, petit avertissement, je n'engage que mon point de vue et je prétends aucunement représenter la vision de l'ensemble du monde soignant et médical. Et comme je vous l'ai dit, la conclusion sera l'explication en tous les cas de cette photo que je souhaite garder comme conclusion parce qu'elle est très importante à mes yeux. Aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vont venir avec une casquette différente. Il y aura évidemment, bien sûr, des coachs en formation, des coachs en santé. Il y aura des patients. Et en fait, je me suis rendu compte que parler de coaching et santé, le titre est très ambitieux, il fallait un peu parcourir
toutes les dimensions. Et donc, c'est vrai que ici, on va parcourir un petit peu tous les aspects, tant des soignants, des équipes soignantes, des patients, mais aussi des coachs. Qu'est-ce qu'on a à apprendre mutuellement les uns des autres? Et donc, un deuxième avertissement, c'est que peut-être dans les présentations, je parlerai de médecins, mais je ne souhaite pas représenter que les médecins, c'est les soignants en général. Et donc, j'aime à dire à mes collègues, aux équipes, qu'un médecin sans équipe, ben, c'est un manchot sur la banquise. Et donc, dans la vision que je porte, vraiment, le game changer, c'est vraiment la capacité à travailler en équipe. Et c'est d'autant plus vrai que les défis sont de plus en plus importants. Donc, si je parle de médecins, j'englobe tous les soignants et j'ai même une vision des soignants assez large puisque j'estime que toute personne, un aidant proche, et pour moi aussi un soignant, c'est souvent des grands oubliés de la santé. Donc voilà, c'est petit avertissement en tous les cas. Et donc, pour déjà solliciter, savoir un peu qui est là ce soir, le premier sondage, c'est pourriez-vous me dire quel est votre profil principal ici ce soir? Est-ce que vous êtes coach professionnel, coach en formation, coach et soignant ou une autre fonction, patient ou aidant proche? Et c'est parti. Voilà, le sondage est lancé. Pourriez-vous nous dire quel est votre profil principal aujourd'hui? Coach professionnel, coach en formation, coach et soignant, soignant, autres fonctions, patient, aidant, proche, etc. Et vous êtes à 80%. Voici les résultats avec 78 ou 78% coach professionnel. Ah ben, c'est étonnant. 9% coach et soignant, 6% coach en formation, 4% autres fonctions patients aidants et 3% soignants. Waouh, très intéressant, super. Et effectivement, mais comme je vous le montrais dans la première diapositive, effectivement, nous sommes de plus en plus à s'ouvrir à cette dimension-là. Alors, on va faire la présentation avec un petit plan. Je vais juste vous partager, en tous les cas, ma définition du coaching en 2-3 slides. Les synergies avec la médecine, partir des 8 compétences ICF et voir un peu le pendant au niveau de la médecine. Je ferai un petit tour d'horizon sur la situation actuelle en médecine et peut-être la perception du coaching. Et puis, 3 petits tips que j'ai envie de partager avec vous. Les soft skills, évidemment, ces compétences à cultiver. Le cercle d'or, et un outil qui est validé scientifiquement, qui est le PAM, le Patient Activation Measure, que je vous présenterai. Et puis je terminerai avec les 3 H des soignants et les 4 valeurs pour se reconnaître. C'est un petit peu mystérieux, mais on va voir ça ensemble. Alors pour moi, en tant que coach, le symbole que j'ai choisi, c'est le voilier. C'est effectivement partir pour un voyage, définir son objectif, dans lequel effectivement il est important de connaître et de savoir où on va. Le gouvernail en est le principal élément. Il faut prendre soin, il faut avoir une coque, il faut un mât, c'est notre corps et il faut en prendre soin, sinon on ne sait pas aller très très loin. On a les voiles qui sont vraiment ce que on va pouvoir mettre, hein, la force de nos passions, de nos désirs qui vont nous porter. Et puis, on a aussi des croyances qui peuvent parfois nous freiner, qu'il faut parfois travailler, réfléchir. Et donc, j'aime beaucoup cette réflexion-là. Et donc, le coaching, c'est effectivement, il y a une dimension intellectuelle, il y a une dimension du cœur et une dimension du corps. Et vous verrez dans la présentation, on reviendra à cet élément-là parce que la relation soignant-soigné, elle fait appel en tous les cas à ces 3 dimensions-là inévitablement. Et ce soir, qu'on soit coach ou patient ou soignant, on est avant tout tous concernés de la même manière par rapport aux enjeux de santé. Alors, j'ai aussi envie de dire que mes mentors, moi, depuis 25 ans, au-delà des personnes qui m'ont supervisé et mentoré, ce sont mes patients et c'est à eux que j'ai envie de rendre hommage. Alors ici, vous voyez Jean-Louis Clémendo. Alors, étant néphrologue, je m'occupe de patients qui sont dialysés. Jean-Louis Clémendo n'est pas un de mes patients, mais une personne qui m'a vraiment impressionné et qui fait de la dialyse péritonéale, c'est-à-dire avec des échanges de liquide dans son ventre et qui a fait déjà il y a quelques années le tour du monde en voilier pendant près de 2 ans.
quand vous voyez ce genre de personnes, ben, c'est particulièrement inspirant. Et puis, Yotis vous a parlé de l'association Soignants en Conscience, dont effectivement on propose des activités pour des soignants, pour prendre du temps pour soi et prendre soin des soignants, parce que un soignant qui va pas bien, c'est pas bon pour les patients. Et depuis un an, j'ai rencontré Yann Michel, qui est un patient français en Bretagne et qui a un projet magnifique et que je souhaite soutenir et vous faire connaître. Il a 51 ans, il travaille dans la construction justement de bateaux et son projet, c'est d'aménager une caravane pour pouvoir partir en vacances avec ses enfants et pouvoir profiter de faire ses dialyses parce que maintenant, il y a des techniques qui permettent aux patients de se déplacer. Et voilà, c'est un projet magnifique et il espère pouvoir acheter sa caravane. Alors, en préparant dans le pré-webinaire, je vous ai parlé de Socrate comme étant le père du coaching. En tous les cas, il se décrivait souvent comme un médecin de l'âme, quelqu'un qui aide les gens à examiner leur vie et leurs croyances pour atteindre une meilleure santé mentale et spirituelle. Ben, je pense que c'est une belle définition d'un coach. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que Socrate est un contemporain d'un autre illustre scientifique qui était Hippocrate et qui est reconnu en tous les cas dans le monde occidental comme le père de la médecine et qui disait que l'homme doit harmoniser l'esprit et le cœur. Et donc on en revient déjà à ce que je vous ai partagé. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Hippocrate? Que la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Il est plus important de connaître le malade que la maladie dont il souffre. Et je pense qu'effectivement, il est important de connaître les maladies, mais il est aussi très important d'être en lien avec le patient. Les deux sont fondamentales. Revenir aux sources est parfois bien important. Alors, la définition du coaching ICF, c'est un partenariat créatif et stimulant dans lequel le coach accompagne le client dans sa prise de conscience pour atteindre son plus grand potentiel personnel et professionnel. Ici, dans le coach de santé, on pourrait dire au niveau de sa santé. Et donc, je me suis attaché à bien connaître les 8 compétences et pour pouvoir les mémoriser, c'est pour les coachs en formation, je me suis attelé à un petit dessin qui me permet de me rappeler des 4 fondamentaux du coaching, à savoir établir la fondation, co-créer la relation, communiquer efficacement et cultiver l'apprentissage et la croissance. Et je me suis intéressé à les reprendre tant sur le plan du coaching qu'au niveau médical. Et je ne vais pas faire l'affront de vous les rappeler, mais je me suis amusé à transposer dans le monde de la médecine quelles pouvaient être les fondations. Donc, fait preuve d'éthique dans sa pratique, incarne un état d'esprit coaching. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans la médecine? Que le médecin applique de façon cohérente l'éthique et les normes de la médecine, qui développe et maintient un état d'esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le patient. On va dans la co-création de la relation qui définit et maintient les contrats, peut-être un peu plus implicite dans le monde médical, mais qui est en fait important de clarifier les attentes et les objectifs du traitement. Assurer que le patient et le soignant ont une vision claire et partagée des objectifs de santé. À nous de faire attention au jargon qu'on utilise, à se faire comprendre. Alors, il faut vraiment donner une importance à cet espace de confiance et de sécurité. Instaurer une relation entre le médecin et le patient est essentiel. On aura l'occasion d'en reparler. Et rester en présence. Donc, Dieu sait si on court, si on est derrière nos ordinateurs, et que rester en présence est peut-être un défi encore plus important dans le monde médical dans lequel on vit. Et pourtant, il est essentiel pour vraiment percevoir les messages, les non-dits de nos patients et qu'ils puissent se sentir écoutés. Dans la communication, ça paraît tellement évident, mais c'est bien de le rappeler, communiquer efficacement. Le premier pas de la communication, c'est l'écoute active. Or, on sait que les médecins interrompent, il y a des études qui ont été faites qui montraient que les médecins interrompaient le patient après moins de 17 secondes et c'est parfois encore plus rapide pour certaines spécialités que je ne vais pas révéler. Donc, écouter profondément pour comprendre les symptômes et les préoccupations du patient. Mais le coaching m'a rappelé ces évidences. J'ai l'impression d'ouvrir des portes, d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le rapporter. Susciter des prises de conscience, mais en médecine, ça pourrait
être quoi? Ça pourrait être aider le patient à vraiment à comprendre sa condition et l'impact de ses choix dans son style de vie. Et vous verrez que l'outil que je vous présenterai invite à cela. La prise de conscience peut motiver le patient à adopter des comportements plus sains. Ça m'est arrivé d'aider à arrêter de fumer en racontant l'histoire des 3 petits cochons, en expliquant aux personnes vraiment d'identifier chaque cigarette à une prise de conscience, donc d'ancrer des choses. Et donc, il y a parfois des métaphores que j'utilise dans ma pratique qui sont des outils particulièrement puissants pour les prises de conscience. Et dernièrement, susciter l'apprentissage et la croissance, c'est faciliter l'autonomie du patient. Et on verra dans la présentation, dans la partie suivante, cette dimension de la médecine, comment la médecine fonctionne actuellement, comment elle est structurée, comment elle était dans le passé, comment elle va l'être demain, comment elle est aujourd'hui et comment elle sera demain. Et voilà déjà le deuxième sondage. Selon vous, quel pourrait être l'obstacle principal au développement du coaching dans le monde de la santé? Est-ce que ça pourrait être une stigmatisation, comme j'ai pu l'exprimer, associée à la recherche d'aide, c'est-à-dire que les soignants ne vont pas savoir exprimer en tous les cas leur besoin de se faire aider. Est-ce que c'est un manque de reconnaissance de la valeur du coaching? Est-ce que ça pourrait être des contraintes financières et budgétaires, un manque de temps des professionnels, manque de programmes ou de normes spécifiques au domaine médical, donc des normes du coaching par rapport au domaine médical? Voici si Yotis, tu pouvais lancer. Le sondage est lancé. Selon vous, quel est l'obstacle principal au développement du coaching dans le monde de la santé? Stigmatisation associée à la recherche d'aide, manque de reconnaissance de la valeur du coaching, contraintes financières et budgétaires, manque de temps des professionnels ou alors manque de programmes normes spécifiques au domaine médical. Et cette question vous demande un tout petit peu plus de temps. Donc voilà, nous atteignons les 80% et voici les résultats. Avec 49% manque de reconnaissance de la valeur du coaching, 22% manque de temps des professionnels, 12% manque de programmes normes spécifiques au domaine médical et 9% stigmatisation associée à la recherche d'aide et également contraintes financières et budgétaires. Tout à fait. Ben écoute, je suis effectivement et je suis content parce que justement, enfin je suis content, non, je suis pas content, mais en tous les cas, le développement que je vais vous amener, c'est effectivement pour essayer de tordre le cou à ce manque de reconnaissance de la valeur du coaching et amener ce dont justement ce monde médical de soignants est demandeur par rapport à cette reconnaissance. Et donc, avant cela, donc la situation actuelle en médecine, d'abord quelques mots. Les choses évoluent. C'est vrai qu'on avait par le passé, donc sur votre gauche, une médecine très paternaliste. Alors certains vont dire elle l'est toujours. Il y a toujours des personnes qui sont avec un comportement paternaliste, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de nouvelles approches qui amènent à aller vraiment remettre le patient au centre. Et il y a des formations, que ce soit au Québec, en Belgique ou ailleurs, sur les patients partenaires, où on essaie de plus en plus de rendre plus d'autonomie et de l'amener dans cette dimension vraiment d'acteur. Et ça, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Et même si certains peuvent regretter que ce n'est pas encore complet, il y a vraiment énormément de soignants qui s'investissent dans cette dimension-là. Et il est important effectivement d'informer les patients, de les consulter, de les faire participer parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire la différence, en tous les cas les amener à progresser, à s'autonomiser, la dimension d'être complètement assisté du patient-objet, c'est terminé et les patients veulent être acteurs. Alors parfois, je vous avoue que moi-même, je me demande si on va vraiment dans le bon sens, si on aborde la santé de la bonne manière. C'est pas toujours évident. Et ici, en préparant encore cet après-midi, je voyais passer ce message sur LinkedIn où encore un hôpital vivait une fermeture d'urgence, donc des situations qui sont particulièrement compliquées. Et donc ça, c'était important pour moi de vous rappeler que au-delà
du soignant soigné et de la posture de ce que l'on voudrait faire. Il y a des réalités sur le terrain qui sont particulièrement difficiles. Et depuis ces 3 ans, on avait donné cette conférence dans le domaine de la crise, les choses se sont profondément et durablement impactées. Donc là, il y a vraiment une situation dans le monde médical qui peut faire peur, des soignants qui s'en vont, et c'est pas forcément les moins motivés. Il y a des burn-out, il y a des situations qui sont particulièrement délicates. Et donc, c'est triste de voir cela, et c'est un cercle vicieux qui fait peur. À côté de ça, effectivement, on est dans une situation que l'on dénomme VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Je pense que tous les systèmes, que ce soit les entreprises, le monde médical, est dans une période de complexification où on ne sait plus faire un projet à long terme. Tout change très vite et tout est impacté par différents domaines. Notamment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme la solution à tout. À l'époque, on avait quand même bien mis le point sur le fait que ce qui a surtout marché pendant la crise, c'est pas forcément le numérique et l'intelligence artificielle, on en a très peu parlé, mais ce sont les équipes, la solidarité et les deux intelligences dont on parle moins, mais qui sont très importantes. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est positif, c'est très important. Il y a plein de choses qui se développent, mais il ne faut pas oublier l'IH, l'intelligence humaine, et l'IC, l'intelligence collective, qui seront indispensables. Sinon, si on mise tout sur l'intelligence artificielle, ça risque d'être douloureux. Alors, la bienveillance, bien entendu, l'écoute et le non-jugement sont des choses de notre quotidien dans tous les domaines. Mais cette situation amène vers le burn-out. Alors ici, en tant que coach, vous êtes beaucoup de coachs professionnels. J'aurais aimé d'ailleurs savoir si vous aviez beaucoup de soignants dans votre patientèle, aux clients en tous les cas, qui doivent se relever d'un burn-out. Et donc le burn-out dans le monde médical, c'est quelque chose qui évolue en étapes. Et j'aime bien cette présentation. Au début, on est effectivement plein d'idéal, prestations au sommet, plein d'enthousiasme. Et puis, on est bien consciencieux, on fait tout comme on se doit, on se donne à fond, on se donne de plus en plus, on est de plus en plus occupé, je peux vous garantir. J'invite qui souhaite suivre un docteur sur une journée de nous accompagner et de voir qu'il y a très peu de temps de latence. Et donc, on donne de plus en plus. On s'implique parfois de plus en plus et le soir, là, on commence à rentrer fatigué, on peut un peu zoner devant le programme télé et puis tout d'un coup, les choses se compliquent. On peut avoir une image de soi-même qui décline parce que entre ce que l'on veut donner et ce qu'on arrive à donner, comme on est quand même exigeant, on peut commencer à avoir une perte d'estime, puis c'est plus de carburant et puis patatraf, c'est l'accident, c'est le corps dit stop. Et là, j'ai particulièrement mis en avant les médecins qui sont probablement ceux qui vont appeler à l'aide le plus tardivement. Et en voilà un célèbre qui pourrait nous dire ouais, le coaching, c'est pas sérieux, il n'y a pas de preuve. Et en fait, votre réponse, c'est effectivement un petit peu ce que j'entends quand certains confrères me disent ah, qu'est-ce que tu fais du coaching, ah ouais, il y a vraiment cette vision un petit peu caricaturale du coaching et il n'y a pas de preuve. Et donc ça, c'est la partie dont je voulais un peu développer. D'abord, je me permets de faire de la publicité parce que je ne connais pas les personnes, mais je les écoute. C'est le podcast animé par Sylvie Ménard et Olivier Coulier qui est particulièrement intéressant et qui invite des coachs formés à analyser des études et à identifier les compétences, les différentes compétences. Et donc ça, c'est une ressource qui me plaît beaucoup et que je vous invite à découvrir. Donc, je me suis permis de faire ça. Après, maintenant, j'ai décidé aussi d'aller voir dans la littératie médicale
Qu'est-ce qu'on raconte? Alors, une référence, si vous voulez faire des recherches, vraiment le gold standard, c'est le PubMed. Et vous voyez, je me suis amusé à taper le mot coaching et vous voyez que le nombre d'articles est en croissance exponentielle dans le monde de la santé. Ici, en 2009, donc il y a quand même déjà 12-13 ans, une fameuse revue qui est le Lancet, c'est un peu le Washington Post des médecins, évoque l'importance de l'état de santé des soignants comme étant un indicateur de qualité. Et ils invitent à mesurer le bien-être des soignants en termes de qualité. Et donc, si on s'amuse à aller chercher de la littérature dans le monde médical pour rassurer le cognitif, le cerveau de nos soignants qui ont besoin d'études, eh bien, on en a quelques-unes à leur proposer. J'aurai l'occasion de vous en montrer quelques-unes. Alors, en fait, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était à travers les compétences du coaching, c'était rappeler l'importance de ces compétences interpersonnelles, c'est-à-dire ces soft skills, ces compétences interpersonnelles, interrelationnelles, et qui sont, à mon sens, les deux ailes que tout bon soignant doit avoir, c'est-à-dire évidemment, bien entendu, des compétences en termes de connaissances, les hard skills, mais ce qui fait la différence, c'est les soft skills. Alors, je vous ai mis une photo de Thomas Pesquet parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, incarne vraiment bien ces deux dimensions que sont les compétences en termes de connaissances, mais également aussi de ces soft skills. C'est quelqu'un qui intègre vraiment ces deux dimensions. Et je pense que c'est ça, être médecin, c'est avoir des compétences, mais de les exprimer avec beaucoup de soft skills. Alors, l'université, il faut faire un constat, hein, soyons clairs, entre la formation des universités par rapport à ces dimensions-là et la réalité, faisons le constat à l'amiable, c'est pas vraiment tout à fait ça. Quand je vois qu'on forme les futurs médecins avec des QCM sur la bienveillance, je sais bien que c'est compliqué de les évaluer, mais c'est vrai que ça me fait doucement rire, même si il y a beaucoup de professeurs qui travaillent à améliorer ces compétences-là dans les formations médicales. Ça reste encore probablement insuffisant. Et en plus, les soft skills ne s'apprennent pas, elles se cultivent. Et pour pouvoir les cultiver, eh bien, il faut déjà les reconnaître. Et donc, j'aime aussi à rappeler que la médecine, c'est l'art de guérir. Et donc, l'art de guérir, c'est ce juste équilibre entre hard skill et soft skill. Alors, je vous ai dit que c'était important pour moi d'apporter aux soignants qui sont là des éléments de preuve, mais aussi à vous, coach, de voir que effectivement on est dans le bon. La dimension de la multidisciplinarité, de croiser le regard prend de l'ampleur. Est-ce qu'on nous donne les moyens de le faire? C'est pas toujours évident, mais en tous les cas, l'intention est là, et ça, c'est important. Alors ici, je vous ai pris deux, trois études qui ont été publiées vraiment dans des revues de renom et qui me démontrent clairement un impact positif du coaching. Et puisque les soignants et les médecins particulièrement ont besoin d'études pour valider, voici deux, trois études qui sont des références que vous pouvez retrouver dans le fameux PubMed dont je vous ai parlé. Ici, on voit que ce sont des programmes qui ont été d'accompagnement, de coaching pour réduire les conséquences, enfin en tous les cas des éléments du burn-out tels que des évaluations de scores émotionnels, des scores de dépersonnalisation, avec en orange les contrôles et les gens qui ont été suivis de coaching avec des valeurs statistiquement significatives d'impact. Alors ici, dans la deuxième partie, vous avez également des scores de compassion. Hein, je vous avais parlé de gratitude au début, l'importance de l'estime de soi. Et ils évaluent aussi des scores du syndrome de l'imposteur. Beaucoup de soignants peuvent souffrir de cela. Et donc, tout cela a été développé et publié dans le JAMA, qui est une autre revue de référence.
Cette autre revue est une étude qui a été évaluée chez des médecins généralistes et donc elle a consisté à évaluer 6 séances de coaching qui étaient en psychologie positive pour améliorer le bien-être des médecins généralistes et ils ont mesuré l'effet des séances de coaching sur l'épuisement, le stress, l'engagement au travail et différents éléments. Et non seulement l'impact a été favorable, mais ils ont poursuivi l'enquête. Ils ont vu la stabilité des effets positifs à 6 mois. Ici, dans le JAMA, une autre très belle étude qui a été faite par la Mayo Clinic, qui est vraiment une référence dans le monde médical. Parler de Mayo Clinic, je peux vous garantir que les médecins savent le sérieux de cette structure. Et là, ils ont également évalué dans le monde médical les symptômes des burn-out. Cet essai a été fait entre 2017 et 2018. Et là aussi, ils ont évalué l'impact de séances de coaching avec un impact tout à fait significatif. Ici, récemment, c'est PLOS ONE, c'est une autre revue. Je ne vais pas détailler. Celle-ci, elle m'a beaucoup plu parce que vous allez reconnaître toutes les compétences des coachs qui a été publiée dans le JAMA, où on rappelle aux médecins les bonnes compétences à avoir pour rentrer en contact avec les patients. Et donc, se préparer avec intention, écouter de manière attentive et complète, s'enquérir de ce qui compte le plus pour les patients, se connecter à l'histoire du patient et explorer les dimensions émotionnelles. Donc, quand ces dimensions-là commencent à être rappelées dans la littérature, on ne peut plus dire que ce n'est pas sérieux. Alors, j'en arrive à un petit outil, le cercle d'or. Avant de vous parler du cercle d'or, il faut savoir que ce n'est pas parce que les gens ne savent pas quoi faire qu'ils savent ce qu'ils devraient faire. Et donc ici, on avait l'illustration. Alors, peut-être, enfin certainement, en tous les cas, vous devez reconnaître Simon Sinek qui a fait un topo sur TED, je pense, sur le why. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le voir. Il parle des entreprises et donc moi j'ai modélisé cet outil, le why de Simon Sinek, pour améliorer la compliance des patients. Et donc je vais vous l'expliquer, c'est très très simple. En fait, un patient par rapport à un traitement, on sait qu'à peu près sur 100 médicaments qui sont prescrits, il n'y en a que 35% qui vont être réellement pris. Pourquoi? Ben parce que très souvent, on leur dit quoi prendre, comment le prendre, mais on s'intéresse finalement peu au pourquoi. Et en fait, en faisant, donc on va dans le sens qu'explique Simon Sinek, et si on s'intéresse au pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire la différence pour le patient de prendre ce médicament, prends l'exemple d'un monsieur qui a un problème par rapport à un excès qu'il doit traiter, eh bien, on pourrait lui dire, ben, tiens, vous avez envie d'aller à la pêche longtemps avec votre petit enfant, ça c'est son pourquoi. Et à partir du moment où vous partez du pourquoi du patient, vous allez pouvoir activer son engagement et ça c'est excessivement important. Et donc, les patients, ils veulent pas savoir le quoi et le comment. Si, c'est important, mais ils veulent d'abord avoir un pourquoi. Et quand vous avez un pourquoi, le patient, vous pouvez lui expliquer le comment et le quoi. C'est tout simple, mais ça change tout. D'ailleurs, une petite question que j'apprends aux jeunes assistants en médecine, c'est pour savoir si vous avez été bien compris dans votre consultation. Il est important, à la fin de la consultation, de demander au patient, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour vérifier que ce que vous avez expliqué a été compris. Eh bien, on pourrait redouter de poser la question tellement on est parfois dans l'inquiétude de ce qui pourrait vous répondre. Donc, ce pourquoi est vraiment essentiel et très puissant. Alors, le PAM, c'est le Patient Activation Measure, c'est comment justement permettre le patient d'être plus autonome. Alors, avant de vous parler de cette mesure, le Patient Activation Measure, qui est tout à fait validé scientifiquement et qui est utilisé en médecine, je souhaitais rappeler un basique. C'est quand on va chercher un patient en salle d'attente, nous, très souvent, soignants, on est dans la tête, mais le patient, il n'est pas là, il est dans les tripes. En général, il est assis en salle d'attente, il n'est pas serein. Et donc, il y a un petit travail à faire en tant que soignant, c'est de descendre d'un étage
de passer par le cœur et d'aller chercher son patient en salle d'attente au niveau des émotions et puis de le ramener après vers une information, le quoi et le comment viendra à partir du moment où vous aurez rencontré votre patient au niveau de ses émotions. Alors, ce fameux PAM, c'est un questionnaire de 13 items qui permet de classer le niveau d'engagement d'un patient. Et vous verrez que c'est très important pour lui délivrer une information qu'il est capable d'intégrer. Et pour bien comprendre cela, avec les 13 questions, vous avez un score de 0 à 100 qui vous permet de classer le patient en niveau 1, 2, 3, 4. Le niveau 4 étant la personne la plus autonome et niveau 1 le moins autonome. Et donc, je vais vous l'expliquer de manière plus ludique en parlant de vos collègues, par exemple, qui peuvent être aussi activés. Alors, un patient qui est activé, il possède les connaissances, les compétences, mais aussi la confiance pour pouvoir faire des choix éclairés. Et donc, il devient un partenaire des soins et il devient capable de s'autogérer et d'améliorer sa prévention. Voilà la preuve dans les différentes maladies qui ont été suivies. Un patient qui est de grade 4 va suivre sa médication de manière beaucoup plus importante, avec une efficacité évidemment sur son impact et sa santé. Donc là, c'est vraiment une démonstration de l'importance d'activer les patients. Et c'est tellement important que les études démontrent que si vous arrivez à un score de 0 à 100, à aider le patient à gagner 10 points sur cette échelle, vous diminuez chez les patients diabétiques, où ça a été étudié, le risque d'hospitalisation de 17%. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir en termes de coûts d'hospitalisation, de qualité de soins. Donc c'est vraiment, et ça ce sont que des facteurs humains. Alors, ce fameux PAM, donc le Patient Activation Measure, il peut également se décliner en CAM, Clinician Activation Measure. Parce que quand, il y a quelques années, je suis arrivé à présenter aux équipes l'importance d'activer les patients, moi, j'ai eu un lever de bouclier des infirmières qui m'ont dit, t'es bien gentil, Jean-Marc, mais et nous, qui nous active? Et effectivement, dans cette période bien compliquée, il est important de pouvoir activer tous les acteurs de la santé. Et pour cela, il y a ce concept de motivance qui est ce cadran qui intègre l'état de motivation et de compétence. Alors, je vous invite à faire cette réflexion par rapport à vos collègues ou dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Vous avez le cadran supérieur droit où vous avez la personne qu'on aime avoir, motivée et compétent. Et de quoi elle aura besoin? Cette personne-là, elle aura besoin d'autonomie, de reconnaissance, mais d'autonomie. C'est-à-dire, ce collègue-là, vous pouvez lui déléguer des tâches. C'est un management totalement différent. Celui qui est compétent mais démotivé, il va falloir lui apporter un management beaucoup plus motivationnel et il faudra lui permettre de se reconnecter au sens. Et vous avez en haut à gauche la personne qui est très motivée mais qui a moins de compétences. Ben, comme elle est très motivée, lui, il faudra lui donner des formations. Et puis, vous avez la case la plus complexe, c'est celui qui n'est pas motivé, pas compétent. Et dans le concept de motivance, on appelle ça le boulet, pour lequel il faut être un management plus directif, mais toujours dans les 4 cadrans, donner de la reconnaissance. Et dans le monde des patients, ben, les 4 niveaux dont je vous ai parlé nécessitent une adaptation. On ne parle pas à un patient qui a connaissance de sa maladie, qui est investi de la même manière qu'un patient qui est complètement désinvesti. Et c'est là où le rôle du médecin, c'est cette capacité de savoir s'adapter, d'être un danseur, de s'adapter à chaque patient, parce que chaque patient va devoir avoir une information qui est adaptée à ce qu'il est capable d'entendre. Et parfois, vous avez un patient qui est complètement passif, qui est 1, et en fait, la solution, c'est d'aller vers l'aidant proche, qui est 4 et qui va vous aider. Et donc, si vous avez cette capacité de bouger en tant que soignant, vous arrivez à débloquer des situations de manière importante.
Ça, c'est vraiment la motivance, c'est le deuxième outil. Enfin, je ne pouvais pas ne pas parler de Robert Dills, qui dans le monde médical n'est absolument pas connu et qui a réalisé avec Emanuela Mazza, qui est coach, qui est une coach italienne, un magnifique travail de modélisation dans le monde de la santé depuis 5 ans et qui est résumé ici. Je n'ai malheureusement vraiment pas le temps de rentrer, mais je vous invite à aller le découvrir. C'est que pour réussir dans le monde de la santé, il faut que tous les acteurs soient impliqués, qu'il faut un travail sur l'état d'esprit, de bonnes interactions entre les membres de l'équipe, la transversalité, la communication médecin-patient, mais aussi médecin dans l'équipe, que chaque membre de l'équipe connaît son rôle et ses tâches, et une organisation de prestataires de santé efficiente et efficace. Voilà. Ici, c'était une enquête qu'on avait fait auprès de plus de 500 patients. On leur avait demandé quels étaient les besoins les plus importants dans votre suivi. Je vous partage les réponses. Alors, il y en a un qui était très malin, ils ont dit tout. Mais en gros, sur 500 patients, c'est des patients qui sont soit en insuffisance rénale, soit dialysés, soit greffés. Eh bien, ce qui venait en un, c'est les besoins en relations humaines, sereines et respectueuses qui sont les plus importants. Ensuite, bien entendu, la qualité et la sécurité des soins et l'éducation et l'autonomisation étaient demandées par 50%. Donc, demandez, les patients vous diront. Pour ma part, je vais terminer cette partie ici avec les 3 H et puis j'inviterai à clôturer ce webinaire avec une invitée. Je vais d'abord simplement vous dire les 3 H des soignants, c'est vraiment facile. C'est humanité, humilité et humour. Ne pas se prendre au sérieux, je peux vous garantir que des patients, ils savent rire, ils aiment rire et ils savent rire même dans des situations difficiles. J'ai la chance, oui, j'ai la chance parfois d'accompagner des gens en fin de vie et je peux vous garantir que quand vous avez la capacité de rester à côté d'eux, eh bien parfois il y a des moments magnifiques et ce qui fait que ce métier est vraiment magnifique. Alors, impossible, c'est souvent possible. Just do nothing. It is impossible. Eh ben, just do it. Nothing is impossible. Et voici ici une personne que j'ai rencontrée il y a peu de temps, Fabrice Huré, qui est également un patient dialysé et qui est venu présenter son film Plus belle la nuit, où c'est un patient qui a fait le GR20 en 6 jours et 2 dialyses. Pour avoir fait le GR20 il y a 25 ans, je l'ai fait en 9 et je peux vous dire qu'on avait des cloches. Lui, il l'a fait en 6 jours avec toute une équipe d'amis qui l'ont accompagné. Il en a fait un film qui est disponible sur YouTube en tous les cas et qui est magnifique, qui vous démontre ce parcours. Je vous avais promis une conclusion. Pour moi, la médecine de demain, elle sera intégrative et collaborative. Intégrative, c'est-à-dire qu'elle doit voir la personne dans sa globalité, intellect, cœur, tripes, émotionnel. Donc cette transversalité, elle est très importante et collaborative. On ne peut pas s'en sortir sans ces équipes et je tiens à rendre hommage à toutes les équipes soignantes, les aides-soignantes, les infirmières, les collaborateurs, les secrétaires, toutes ces personnes qui font qu'on n'est pas justement un manchot sur un iceberg. Ça, c'est vraiment pour moi les deux composants. Et il ne faut pas se reconnaître par notre fonction, mais par des valeurs. Et dans Medix, j'invite les gens à se reconnaître pour faire de la bonne médecine, à se reconnaître sur l'excellence. L'excellence, c'est pas être parfait, mais c'est tendre vers le meilleur de soi et offrir aux autres compétences, engagement, exemplarité, confiance en soi et détermination. L'ouverture, l'état d'esprit du soignant est la base et la clé de la relation thérapeutique. Nous cultivons le respect, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, l'authenticité, l'humilité, et il faut travailler ça. Et je pense que le coaching m'a invité à me rappeler tous les jours de cela. L'autonomie, c'est quand même la finalité, c'est rendre le patient le plus autonome possible, responsable aussi, l'accompagner avec enthousiasme et cet esprit d'équipe, la synergie. Merci ICF, c'est l'intelligence collective qui est vraiment la clé du succès.
Et voilà, maintenant, je vais demander à Yotis de faire venir mon invité parce que ce n'est pas moi qui vais faire la conclusion. La C'est conclusion, Soumia. c'est Voilà qui arrive justement. Alors Soumia, normalement tu as la possibilité d'activer ta caméra et ton micro. Bienvenue Soumia. Donc Jean-Marc, je te laisse introduire Ouais. Soumia et Voilà. conclure. Voilà, ben Soumia, c'est une rencontre, c'est une patiente qui est dialysée depuis 35 ans, elle en a 36, et qui a un projet dont elle va vous parler, mais qui a pris cette photo. Soumia, est-ce que tu peux nous Oui, raconter un petit peu le contexte de cette photo? Et puis, j'avais envie que ce soit justement un patient qui fasse la conclusion de ce que vous avez envie de voir pour cette médecine d'aujourd'hui et de demain. ben, merci Jean-Marc. Ben voilà, je m'appelle Soumia, j'ai maintenant 37 ans. Voilà, j'ai 37 ans et c'est vrai que je suis en dialyse depuis petite. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et aujourd'hui, je suis en dialyse à la maison. Donc, je fais ça chez moi, je me pique, voilà, je fais tout toute seule. Et c'est vrai que ça a été un cheminement un petit peu, comme tu le disais, Jean-Marc, pour être une patiente active. Voilà, il y a eu des étapes et je voulais quand même lui dire, il faudrait en fait aussi un coaching pour les patients. Parce que je pense que pour être dans la résilience et la gratitude, il y a quand même moi en tout cas, j'ai dû être accompagnée pour aujourd'hui en être là. Ça, je voulais quand même le dire. Mais on va parler déjà de cette photo. Euh, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois et donc en fait, tu étais venu voir l'exposition que j'avais faite au niveau de l'insuffisance rénale. Et, euh, et en même temps, tu m'avais dit, ben voilà, fais-moi quelques photos et tout. Et c'est vrai que on partait sur des photos, mais j'étais pas assez satisfaite. Et donc, en regardant, c'est vrai que tu arrivé à ma photo et en fait, tu as commencé à lire, à regarder et à lire ce qui avait marqué autour. Et j'ai commencé à te parler, à te poser des questions en même temps. Je ne sais pas si tu te souviens. Et là, tu as commencé un peu à te mettre à l'aise et tu as porté un regard tellement bienveillant envers cette photo. J'ai su avoir ce moment. Donc, c'est vrai j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, il y a le côté brique qui est ressorti, le côté lien. Et c'est vrai que à travers un peu mon projet, le projet que j'ai au niveau de la SBL, c'est vrai que je veux vraiment créer ce lien avec le corps médical. Moi, c'est vrai que le corps médical, c'est un peu ma deuxième famille. J'ai quand même une petite anecdote parce que le premier lien vraiment que j'ai eu, c'était à l'âge de, je crois que j'avais 5 ans ou 6 ans. Et en fait, j'ai fait une crise de tétanie quand j'étais hospitalisée. Donc, je tremblais de partout. Et l'infirmière, cette nuit-là, était vraiment bondée. Franchement, elle avait beaucoup de travail. Et elle a pris le temps, en fait, de s'allonger à côté de moi et de me prendre vraiment comme ça et de me calmer. Et c'est là que ont commencé en fait les premiers liens avec ce corps hospitalier. Et donc c'est vrai que c'est important. Je sais qu'ils n'ont pas trop le temps. Je sais que voilà le timing, mais le lien avec ces infirmiers, ces médecins, c'est ce qui a débuté ce changement aussi en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, le, le vrai point de vue, en fait, c'est la construction de cette confiance. Et donc, voilà, c'était tout à fait pas réfléchi, mais on s'est dit que vraiment le point central de la photo est le plus important. Et, Ouais. euh, je pense que tu peux dire quand même un petit mot de ton association qui a un super chouette nom et que les gens doivent connaître. Donc, la SBL s'appelle Guerrière en pyjama. Donc, je me suis fait honneur pour le nom de la SBL parce que bah, déjà, Guerrière, ça vient de mon grand-père, donc qui m'a donné ce nom, qui s'appelle Soumia. C'était une guerrière. Donc, parce qu'à la naissance, on disait que j'allais pas vivre et que, et que voilà, il fallait pas s'attacher à moi, clairement. Donc, et mon grand-père a dit non, 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 elle va vivre. Et donc, j'ai voulu lui faire honneur en mettant donc le nom guerrière et pyjama, ben,
vu que depuis petite, je suis à l'hôpital, j'étais tout le temps en pyjama. Donc, pendant les dialyses, je suis en pyjama. Et donc, voilà, le nom guérir en pyjama. Et en fait, l'idée, justement, est de travailler la résilience des patients qui soient acteurs de leur maladie à travers donc, des ateliers qui se font. On essaye aussi de travailler le lien avec le corps médical. Donc, il y a des médecins qui viennent dans les ateliers et en fait, comme ça se passe en dehors du cadre médical, ben, les patients, ils ont plus facile à venir vers le médecin, l'infirmière et de discuter. Et j'ai vraiment envie de créer ce lien et qu'ils puissent voilà, devenir vraiment acteurs de leur maladie, parce que moi, ça a été un réel changement quand j'ai été actrice de ma maladie, quoi. Donc voilà, on les accompagne. Il y a une expo photo qui tourne aussi dans les hôpitaux en Belgique. Donc c'est le monde de l'insuffisance rénale, où je suis partie à la rencontre donc de patients, de médecins, d'infirmiers, les livreurs. Voilà, j'ai essayé de penser un petit peu à tout le monde et les mettre à l'honneur. Et justement, et en plus, on avait reçu plusieurs photos. Il n'y avait pas que celle-ci, il y en avait d'autres. Mais Ouais. il n'y a rien à faire. Nous, elle nous a marqué. Et en effet, c'est la relation qui était très puissante, qui était visible là. Donc, vraiment, merci. Aussi bien à toi, Soumia, ou Guerrière en pyjama sur les réseaux sociaux. Hein, les gens peuvent aller la retrouver. Un grand merci, Jean-Marc, pour cette belle présentation éclairante, pratique et collaborative. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre d'ICF Québec du pôle événements chez ICF Synergie. Bonsoir ou plutôt bonjour Nathalie. Comment ça s'est passé ce soir ou ce matin pour toi là-bas au Québec? Ce matin, on est dans l'après-midi quand même. Alors bonjour, bonsoir à tous. Vraiment, Jean-Marc, je n'ai que des échanges de gens qui ont apprécié ton témoignage, qui ont apprécié aussi ce regard médecin, patient. Bon, c'est pas dans notre quotidien de coach, mais malheureusement, on a tous été patients à un moment donné dans notre vie. Donc, ça a été vraiment éclairant, touchant comme message. Donc, c'est très apprécié. Et puis, oui, il y a beaucoup de commentaires pour Jean-Marc, mais déjà, je descends les commentaires. Soumia, là, tu es en train de voler la vedette à Jean-Marc, hein, parce que ouais, je le vois moi aussi. Ah, c'était le but. Je le vois. Ah, Jean-Marc, quand tu avais un atout dans ta poche. Jolie. Merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sensibilisera sur la question de l'apport du coaching dans le monde de la santé. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine, des petits cœurs un peu partout. Vous savez comment faire. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez tout simplement sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Jean-Marc, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, juste que la santé, c'est des rencontres, et parfois il faut pas hésiter à se manifester en tous les cas, parce que moi je vois beaucoup de soignants, c'est peut-être mon mot de la fin, je vois beaucoup de soignants qui sont en souffrance dans les conditions dans lesquelles ils travaillent actuellement. Ils voudraient tellement donner plus, mieux, enfin plus et mieux, et on leur donne pas l'occasion de le faire. Et donc je pense que au-delà d'activer les patients, ce sont les patients qui viennent à notre aide aussi parce qu'ils savent qu'on a besoin, qu'on est interdépendant. Et donc c'est ça mon mot de la fin, c'est que ce n'est que ensemble, dans le respect mutuel, dans les regards croisés, que on fera de la bonne médecine.
Merci Jean-Marc, merci Soumaya guerrière en pyjama, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.